Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la pêche totale, absolue là, parce que ça fait 2 jours sans vidéo, ça fait beaucoup, et, et j'ai envie de dire, ça se reproduira pas, mais bon, on sait jamais, parfois ça arrive, et ce que je peux vous promettre, c'est que ça arrivera le moins souvent possible. 300 vidéos par an, c'est vraiment l'idée, et celle-ci, un joueur à suivre par club de Liga, elle était promise, chose due, parce qu'on a commencé cette saison une série, un joueur à suivre par club des 5 championnats majeurs. Je pense on peut se condenser à ça, se réduire à ça. À un moment quand même, il faut que je choisisse un angle. Donc oui, pas de Portugal, Turquie, Belgique, Pays-Bas, Suisse, etc. Désolé, si je réussis à faire déjà les 5 championnats majeurs bien, pour moi c'est bien. Je suis juste tout seul sur la chaîne, je fais tout de A à Z. Donc à un moment, il faut que je choisisse un angle. C'est celui-ci. Et bien sûr, on va beaucoup parler de Première Ligue sur la chaîne parce que c'est mon championnat préféré. Bien sûr, je parle toujours des clubs français parce que je suis français. Et la Ligue des Champions, et vous allez le voir semaine pro, la Ligue des Champions pour moi est toujours au-dessus de tout parce que c'est la Champions, parce que ça nous permet de regarder un petit peu partout en Europe. Donc ça, c'est identité classique de la chaîne. Mais cette saison, peut-être plus que jamais, j'ai envie de renforcer le truc 5 championnats. On a fait des previews où on a commencé avec voilà, Barça, Bayern, OM, Juve, Liverpool, une preview par club majeur, en tout cas pour moi, le club très intéressant cette saison de ces 5 championnats majeurs. Pareil, cette saison, on va refaire les drafts avec Stan. Elles arrivent très vite. On a fait la draft des recrues. Et ben, on va faire une draft par championnat majeur aussi. Et ces vidéos-là, et ben voilà, elles s'ancrent un petit peu dans cette idée. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. J'ai envie qu'on couvre le maximum de choses, mais en ayant quand même suffisamment, voilà, une surface quand même un peu réduite pour pouvoir aller en profondeur. Cet équilibre n'est pas toujours facile à trouver, mais j'espère que ça vous plaît. Et aujourd'hui donc, on file en Espagne. Bien sûr, un de mes pays préférés, une des très grandes nations de notre sport, cette terre de football raffinée, technique, joueur, mais aussi un peu rugueux. Certaines équipes peuvent être particulièrement agressives, un petit peu dans l'esprit de la Furia Roja d'antan. Et oui, c'est le football que l'on joue en La Liga. Et comme d'habitude, on commence donc de la 20e position à la première en valeur marchande cumulée. Et je vais choisir un joueur à chaque fois. On va passer un peu plus vite peut-être sur ce premier tiers. Parce que, bon, c'est Valladolid, Leganés, Retafe, Espanyol, Barcelone, Rayo Vallecano, pas mal, Celta Vigo, Deportivo, Alaves. Commençons par ces 7 premiers. Et du côté de la Real Valladolid, c'est pas facile pour démarrer parce que je connais pas grand monde. Ils sont montés en finissant deuxième de Liga Adelante saison dernière, mais deuxième avec 12 défaites. Alors 42 matchs quand même, mais 12 défaites. 51 petits buts marqués en 42 matchs. J'ai pas la sensation qu'il y ait des équipes particulièrement brillantes qui sortent cette année, peut-être Leganés non plus, de la deuxième division espagnole. Donc je pense que ça va être difficile pour Valladolid. Et ouais, ils ont changé quasiment tout leur effectif. Si on regarde là sur Transfermarkt, quand il y a des logos avec des flèches à côté, c'est des nouvelles arrivées de cet été. Donc beaucoup de monde qui est arrivé. Ils ont pris un 7-0 contre le Barça il y a 2 week-ends. Donc ouais, c'est forcément difficile pour Valladolid. J'hésite. Juanmi Latassa, que je connais pas du tout, mais on avait parlé un petit peu dans la vidéo sur le Real. 23 ans, il est arrivé, donc il a signé pour 2,5 millions, avant-centre qui vient de la Maison Blanche. Est-ce qu'il peut s'imposer? Ah, il y a toujours Darwin Machis, ok, ça c'est top. Chucky, un petit gars de 20 ans qui vient du centre de formation, qui vaut 300K, typiquement le genre de petits joueurs qui peuvent commencer à percer un peu. Et qui est-ce que je voulais vous parler un petit peu de Mario Martin, qui est prêté par le Real, aussi 20 ans, évalué à 300K. Il y a le gardien, je me disais, Karl Hein, prêté par Arsenal, estonien de 22 ans, mais sur le 7-0 là contre le Barça, le match que j'ai vu analyser l'autre jour, sur quasiment tous les buts, je trouve qu'il peut faire au moins un peu mieux. Donc, et son total de PSXG est déjà très compliqué. Donc je sais pas en vrai si c'est un vrai gardien à suivre. Celui que j'ai choisi à la fin pour Valladolid, c'est le petit Raúl Moro, un des joueurs les mieux cotés de l'effectif, un petit ailier d'1m69, 21 ans, voilà, qui est arrivé cet été, où ça, en provenance de la Lazio. Il était déjà prêté à Valladolid saison dernière, ouais, c'est ça, où il avait fait une saison correcte, on va dire. Mais voilà, il n'y a pas énormément de monde, je dirais, à surveiller à Valladolid. On va dire Raúl Moro. Et on enchaîne par Leganés, là c'est très facile. Leganés, pareil, je connais pas énormément de monde. Ils sont coachés par Borja Jiménez, 39 ans,
le gars que j'ai envie de suivre à Leganés, eh bah, évidemment, c'est Sébastien Haller, qui est arrivé en prêt donc, depuis Dortmund. Voilà. Est-ce qu'il peut se relancer un nouveau championnat pour Sébastien Haller à 30 ans? Quand même un gars qui est buteur en demi-finale, puis en finale de Cannes, qui remportait une compétition internationale il y a 6 mois à peine en étant le grand héros. Il est arrivé dernier jour de mercato à Leganés, 30 août, donc on l'a pas encore vu. Mais voilà, un Haller en Liga, c'est intéressant comme combinaison, je trouve. Et évidemment, c'est le nom high profile de Leganés. Retafe, qui est pas une équipe qui monte, qui était déjà présente saison dernière. Bordalas est toujours là. C'est son deuxième mandat. Donc peut-être si on se dit pourquoi est-ce qu'il est nommé qu'en 2023, il avait fait un an à Valence. Mais au total, Bordalas, je pense que ça doit être 6-7 saisons à Retafe. C'est sa 7e saison à Retafe là qui démarre. Ouais, c'est pas un club qui me passionne. Je veux dire, quand on parlait de la Furia Roja d'antan. En tout cas, à Retafe, il y a eu quelques matchs au fur et à mesure des années où c'était un peu rugueux. Mais ouais, il y a 2-3 gars qu'on connaît. Où est-ce qu'ils sont? Carles Alenia, par exemple. Ça rappelle le Barça d'il y a quelques années. 26 ans, bon, finalement, il n'a jamais vraiment trop percé. Hein. Il est là, évalué à 3 millions. On a Djené, le défenseur central togolais. Et celui que j'ai choisi à la fin, ils ont pris en prêt l'attaquant turc Yildirim de Rennes. Mais celui que j'ai choisi, en vrai, c'est Alvaro Rodriguez. Parce que je me souviens, il avait planté, il me semble, contre l'Atlético. Il avait joué quelques minutes. C'était pas saison dernière avec le Real, c'était saison 2022-2023. Et donc, il est prêté depuis le Real. Une saison, il traverse Madrid. Et à 20 ans, un attaquant d'1m93 comme ça, qui a de l'expérience, centre de formation du Real Madrid, la Castilla, etc. Ouais, est-ce que c'est un crack? Et si c'est un crack, je sais pas, par exemple, l'autre jour, j'ai vu Luis Suarez qui prend sa retraite internationale. Bon, il y a une position à prendre sans doute aux côtés de Darwin Núñez. Et il y a quelques petits gars uruguayens, les Luciano Rodriguez, Matias Arezzo, Satriano, Thiago Borbas peut-être particulièrement de Bragantino, ok, au Brésil. Mais Alvaro Rodriguez, ouais, il a peut-être une carte à jouer, c'est un profil assez spécial. Et bon, comme c'est un des rares noms que je connais, ouais, je sais pas si c'est vrai que ça. À Retafe, il y a plus de noms quand même qu'on connaît. Mais bon, c'est un des noms un petit peu connus de Retafe qui a vendu cet été Enes Uñal, donc son avant-centre majeur. Est-ce que, enfin, le deuxième majeur, parce qu'il y a quand même Borja Mayoral qui est encore à suivre. Et lui, c'est un Madrilène, un gars du Real où ça avait plutôt bien marché. Son arrivée à Retafe, même s'il était passé par. Où est-ce qu'il était passé avant? Non, juste un prêt à la Roma, à Levante, voilà, c'est ça. Levante, ça me disait quelque chose. Mais donc voilà pour Retafe. Et ensuite, l'Espagnol Barcelone, ok. Espagnol Barcelone, pour moi, c'est assez facile. On a des gars comme Alex Kral qu'on connaît, Irving Cardona, Walid Chedira, mais celui que j'ai pris, et Marj Kumbula aussi. Est-ce que ça peut enfin devenir un gars qui compte? Et tout ça, c'est des arrivées. Mais celui que j'ai choisi, c'est l'arrivée de cet été, Alejo Vélez. Je pense que c'est assez simple parce que les Spurs l'avaient quand même acheté 15 millions d'euros quand il était à Rosario Central, il y a un an, juste un été à peine. Il a été prêté à Séville 6 mois, ça n'a pas donné grand-chose, Alejo Vélez. Et là, pourtant, 4 titularisations, 4 matchs, 4 titularisations, déjà un but. Pour un avant-centre argentin de 20 ans, comme ça, bientôt 21, mais voilà, qui arrive en provenance de la Première Ligue. Est-ce que c'est un vrai attaquant niveau PL, niveau même top 5 championnat majeur, club qui joue l'Europe un peu? Est-ce qu'il peut aller plus haut que l'Espagnol Barcelone? Ou est-ce que c'est un attaquant un peu quelconque, entre guillemets, de deuxième partie de tableau? Je pense que c'est une saison pour le voir. Et voilà, Vélez, c'est forcément un nom qui revient un petit peu dans le foot européen depuis quelques saisons, surtout depuis qu'il a signé à Tottenham. Et on peut voir vraiment là ce que ça donne, avec du vrai temps de jeu beaucoup plus qu'à Séville, sur 6 mois la saison passée. Ah, le Rayo Vallecano, club magnifique historiquement, même si l'identité joueuse a un peu plus disparu, c'est moins ce football de possession comme dans les années 2010, à prendre le maximum de risques, etc. Mais moi j'aime bien le Rayo fondamentalement, plus je sais pas, leur logo est tellement stylé. Il y a toujours quelque chose à suivre au Rayo. Ça peut être l'entraîneur, Inigo Pérez, qui est arrivé février dernier, 36 ans, très jeune, beaucoup de jeunes coachs en Liga, je trouve, un petit peu comme en Bundesliga. L'année dernière, pourtant, il n'a pas vraiment réussi à les relever quand il est arrivé. Bon, la descente s'est poursuivie et ils ont terminé 17e à la fin. Au bord de la zone rouge, c'était une saison compliquée
pour le Rayo. Mais je vais pas prolonger le suspense inutilement, évidemment. Vous savez qui j'ai choisi pour le Rayo. C'est l'arrivée de James Rodriguez. Incroyable. Une Copa América lunaire à 6 passes décisives. Une finale contre l'Argentine perdue en prolongation. Il est élu meilleur joueur de la compétition. Et il a enchaîné là sur le rassemblement international cette semaine avec encore un gros match contre l'Argentine. Un but, une passe D. La Colombie l'emporte même. James Rodriguez, ce qu'il fait avec la sélection, est-ce qu'il peut le reproduire, revenir dans un 5 championnats majeurs, en Espagne en plus, et à 33 ans, continuer de nous enchanter. Ce serait beau, ce serait même absolument magnifique. Et voilà, il a un contrat d'1 an au Rayo. Donc c'est le moment pour le montrer. Et je dirais même, James que j'ai pris dans ma draft l'autre jour, draft des recrues, c'est un des jours à suivre tout court de la saison, Rayo ou pas. Donc évidemment, c'est celui que j'ai pris. Au Celta Vigo, qui a toujours l'éternel Iago Aspas, il est encore là et il joue. Hein. Il est 4 matchs, 3 titularisations sur les 4 premières journées de Liga, à 37 ans, incroyable. Il est plus vieux que le coach, Claudio Giraldez, encore un jeune entraîneur, 36 ans. Mais donc, je dirais pas lui forcément à suivre, lui on le connaît bien. J'ai un petit œil sur un gars que je connaissais pas, Viliot Svedberg, un milieu offensif suédois qui est arrivé cet été, si je dis pas de bêtises, et qui a déjà marqué. Non, pardon, il est arrivé, n'importe quoi, il est arrivé il y a 2 ans, mais je pense qu'il a dû peu jouer jusque-là. Il est arrivé en provenance de Hammarby, avant que j'aille les voir. Mais ouais, il a pas beaucoup joué saison dernière, et là, il a attaqué avec déjà un but, une passe décisive, un milieu offensif nordique de 20 ans, comme ça, forcément. Ça donne envie d'être suivi, mais c'est pas celui que j'ai pris à la fin. Celui que j'ai choisi, c'est Oscar Mingueza. Parce que, bon, c'est déjà un nom qu'on connaît un petit peu, je me souviens de son époque au Barça, mais il a juste démarré tellement fort. 2 buts, 3 passes D sur les 4 premières journées de Liga pour un latéral, défenseur latéral, voilà, 4 matchs, 4 titularisations. C'est Mingueza. Est-ce qu'on savait qu'il était capable de ça? Est-ce qu'il peut le faire vraiment sur toute une saison? Voilà, quand il était arrivé du Barça B au Barça, à une époque, sa cote était montée jusqu'à 15 millions. Derrière, ça n'a rien trop donné, Celta, mais là, ça repart très fort. Et même la saison dernière, c'était pas mal. Donc voilà, un Oscar Mingueza qui, je sais pas si on peut dire taper à la porte de l'Espagne non plus, mais en tout cas devenir un joueur important de Liga. Et c'était pas forcément la trajectoire qui lui était promise, si on remonte ne serait-ce qu'à 2 ans par exemple. Oscar Mingueza pour le Celta. Deportivo Alavés. Alors, j'ai vu qu'il y a un gars qui vient d'arriver d'Eibar qui s'appelle juste Stoichkov. En plus, c'est un attaquant de 30 ans. Voilà, need I say more. Évidemment, ça va être lui qu'on a. Je rigole, mais intéressant. Il n'est même pas bulgare ou quoi, juste Stoichkov, ok. Celui que j'ai choisi au Deportivo Alavés, non, c'est Luca Romero. Si vous vous souvenez, l'année dernière, dans la draft Serie A, je l'avais pris pour un tout petit budget. Il coûtait genre 1 million ou 3. Ouais, c'est 1 million, je crois. Non, ouais, 3. Quand il avait signé à l'AC Milan. Et je me souviens, en fait, il avait marqué un but en pré-saison contre le Real Madrid, là, celui-là. Incroyable. Et après, ça avait rien donné. Après, du coup, il avait pas beaucoup joué sur la première partie de saison. Il a été prêté à Almeria, où ça a été mieux. Et là, encore un prêt, donc, en provenance de l'AC Milan toujours, avec une option d'achat. Donc, peut-être, il peut se faire vraiment une carrière en Liga. Le petit Luca Romero, un Argentin néo-Mexique d'1m69, jeune petit offensif, avec une belle patte gauche. Est-ce qu'on peut voir des choses un petit peu comme ça, un peu plus souvent, en Liga? Voilà, c'est le gars que je suivrai à Alavés. Et on enchaîne avec Mallorca. Après quelques saisons d'ascenseur pour Mallorca, là, ça fait leur 4e d'affilée dans l'élite. Donc, ils continuent, ils commencent à se stabiliser. Et ils ont pris un nouveau coach, Arrasate, qui était avant ça à Osasuna depuis 6 années. Donc, changement important. J'ai à la fois pas grand monde et beaucoup de monde à Mallorca parce qu'il y a beaucoup de noms qu'on connaît pour le coup. Kyle Larin, Muriqi, Takuma Asano, qu'est-ce qu'on a Robert Navarro, Sergi Darder. C'est ouf la décote aussi d'un Matteo Morey par exemple, qui est maintenant vaut plus que 800 000 € sur Transfermarkt. À une époque à Dortmund, on se disait ouais, peut-être ça peut être un joueur intéressant. Pablo Maffeo, un des joueurs je crois les plus détestés de Liga. J'ai l'impression à chaque fois avec Vinicius il y a des accrochages, c'est un joueur un peu sale. Ouais, donc ça c'est Mallorca.
Enfin, c'est pas qu'il représente Mallorca, j'en sais rien, mais en tout cas, il est à Mallorca. Mais celui que j'ai choisi, parmi tout ce beau monde, dans le club de Steve Nash, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il doit avoir encore des parts à Mallorca. Est-ce que ce serait Kyle Larin, le Canadien? Est-ce que là, il y a la connexion Steve Nash? Mais non, celui que j'ai choisi, c'est Samu Costa, qui est un destructeur pur, le joueur le mieux coté de l'effectif, je crois, ou pas loin. Un milieu défensif portugais, 23 ans, coté à 10 millions. Je suis allé voir son profil avancé FBRF. Si ça, c'est pas un milieu défensif qui défend, il n'y a absolument rien sur le volume offensif, il n'y a absolument rien en dribble, en passe progressive. On dirait qu'il ne touche pas le ballon, à part pour détruire. Top 3% en Europe en tacle, top 5% en dégagement, top 5% en duel aérien remporté, quasiment top 10% en interception. Tout le reste, c'est du rouge. Et ça me fait penser à un autre Portugais, c'est un peu un regen de Palhinha, qui a un radar similaire, avec comme plus de choses dans sa palette, plus âgé aussi, plus d'expérience, peut-être un meilleur joueur tout court. Mais ouais, c'est quelque part Samu Costa, Palhinha, il y a peut-être un truc. Et joueur à suivre. Souvent, on parle d'offensif que tu as envie de regarder, tu as envie d'allumer ta télé. Je sais pas si tu as envie d'allumer ta télé pour regarder Samu Costa. Mais ça pourrait être en tout cas un nom qui commence à émerger dans un spécialiste du poste, vraiment milieu défensif, très destructeur. Gardons un œil sur lui. Osasuna, ok. Quelques années très très correctes qu'ils ont vécu sous Arrasate pour un des budgets restreints de Liga. Ils ont fini 11e la saison passée, avant ça 7e, 10e, 11e et 10e encore. Et avant ça, ils étaient en 2e division. Donc depuis qu'ils sont montés, ils n'ont pas fait moins que 11e. Franchement, beau club, je trouve. Ils ont un nouveau coach, donc comme on a dit, Vicente Moreno, 49 ans. C'est l'équipe la plus espagnole de Liga, à égalité avec l'Athletic Bilbao. 2 joueurs étrangers, et encore, ça compte les doubles nationalités. L'Athletic Bilbao, je pense qu'ils ont que des joueurs qui ont au moins la nationalité espagnole. Osasuna, il me semble qu'ils ont un joueur qui n'a pas la nationalité espagnole. Mais voilà, ce Pays Basque, avec Osasuna, l'Athletic, Real Sociedad a pris une direction un petit peu différente. Mais voilà, toujours cette idée assez forte. Et quand on regarde un petit peu l'effectif, un nom qui ressort pour moi, c'est Brian Zaragoza. Parce qu'il a été prêté par le Bayern, qu'il a quand même acheté 17 millions au mercato hivernal, 13 plus 4 au mercato hivernal. Au mercato estival dernier. Ouais, c'est ça. Donc, non, mercato hivernal, février 2024, ils l'ont prêté à Grenade dans la foulée. Donc voilà, c'est un gars, il a encore tout à jouer dans sa carrière. C'est pas parce que t'as fait 6 mois et que reprêté derrière au Bayern que ça veut dire qu'il n'a pas d'avenir là-bas. Et il a commencé assez fort à Osasuna avec 4 matchs, 3 titularisations. Il a déjà donné une passe D. Voilà, c'est pour moi le Brian Zaragoza, pas le seul Brian à suivre de Liga cette année. C'est évidemment le petit prospect où on a envie de voir véritablement ce qu'il a dans le ventre. Et si je devais en ajouter un de plus pour Osasuna, dont le seul joueur qui n'a pas la nationalité espagnole... Non, il y en a 2, pardon. Enzo Boyomo, qui est aussi un petit joueur à suivre, un défenseur central, et Ante Boudimir. Voilà, 2 vrais non-espagnols, entre guillemets. Mais sinon, il y a le petit Aymar Oros, milieu offensif de 22 ans, qui est, je crois, le joueur le mieux coté de l'effectif. Et je suis honnête que je ne connaissais pas avant de faire cette vidéo. Donc lui, c'est aussi celui sur lequel j'aurai un œil, que je connais moins que Brian Zaragoza, alors que pourtant, pour être même encore plus talentueux, voilà, je vous le mets ici, Aymar Oros, le numéro 10. Ah ben non, mais on l'a vu aux Jeux Olympiques alors. Il m'a peut-être pas tant tapé dans l'œil que ça, mais oui, il a remporté la médaille d'or cet été, donc continuez de suivre sa progression à lui. Hop, on enchaîne. Las Palmas. Las Palmas, j'ai un petit œil sur Fabio Silva, qui est arrivé en prêt des Wolves, qui a encore que 22 ans. C'est une équipe très funky, hein, je trouve, Las Palmas, parce que très espagnol et en même temps, un Écossais derrière, McKenna, un Écossais devant, McBurney, les deux en tant que titulaire. C'est un mix un peu spécial, marrant. Et celui que j'ai pris à la fin, c'est pas Mika Marmol, qui pourtant, je crois, est un vrai petit joueur à suivre. Où est-ce qu'il est? Milieu défensif, si je dis pas de bêtises. Non, défenseur central, pardon. Ici, Mika Marmol, de 23 ans. Celui que j'ai pris, c'est pas lui. Pourtant, un nom à garder en tête, c'est Alberto Moleiro.
parce que les deux sont évalués à 15 millions. Lui a un milieu offensif, pareil, petit format, joueur un peu classique de Liga, mais 20 ans seulement. Déjà un but. Et quel but? C'était contre le Real. Un but que j'ai vu, je sais pas si ça va pouvoir esquiver les copyrights, mais je vous le mets en vite fait. Hop, la petite prise de balle, magnifique. Il avait fait danser Militao et avait fini derrière. Très très bel enchaînement pour Alberto Molero. Donc ouais, c'est lui qui m'a tapé dans l'œil à Las Palmas. Et à Las Palmas qui est un petit peu une nouvelle version du Rayo Vallecano d'antan, je trouve. Un des clubs les plus joueurs, qui a un total de possession à genre autour de 60%, un truc comme ça. Très joueur Las Palmas. Et un vrai nom à considérer. Ok. On continue. Seconde partie de tableau. Séville. Les choses sérieuses peut-être démarrent maintenant. Avec Séville qui vit des saisons compliquées. Hein. Depuis un moment, ils ont fait 12e, 14e. Et là, ils ont démarré avec 0 victoire en 4 matchs, 2 nuls, 2 défaites. Lopetegui a été viré l'année dernière. Non, pardon, en octobre 2022. Et depuis, ils ont enchaîné 5 coachs. Sampaoli, Mendilibar, Diego Alonso, Quique Sanchez Flores. Et là, c'est donc Xavier Garcia Pimienta qui est arrivé cet été. 5 coachs en l'espace, ça fait quoi? Genre 2 saisons... Ouais, 2 saisons et demie. 2 saisons, même pas, hein, 2 saisons tout court. Ça fait beaucoup pour un effectif qui ressemble à pas grand-chose, je trouve. Qui est assez informe. Il y a beaucoup de prospects en prêt. Il y a des joueurs... Sambi Lokonga, Saul Niguez, Luque Bacchio, Iheanacho, pourquoi pas Djibril Sow, beaucoup de noms qu'on connaît, Tanguy Nianzou qui est là, qui est totalement chuté. Et donc ouais, il y a du monde, je sais pas vraiment comment faire jouer cette équipe, et j'ai un petit peu peur pour elle. Mais si je devais surveiller quelqu'un qui par contre peut être très intéressant, c'est peut-être du côté des 2 défenseurs latéraux. Il y a Juanlu Sanchez, 21 ans, côté à 15, et Valentin Barco, 20 ans, côté à 13, arrivé en prêt de Brighton. C'est lui que j'ai pris. C'est lui, je pense, qui a peut-être la trajectoire la plus radieuse possible. Il va pas s'éterniser dans un effectif qui me semble assez mal bâti et qui me fait un petit peu flipper. Il peut faire juste sa bonne saison en prêt à Séville et retourner ensuite à Brighton. La concurrence avec Kadioglu va être compliquée, mais voilà, c'est Brighton, il y a toujours des opportunités. Et bon, une belle exposition en Liga pour Valentin Barco à l'Argentin pourrait vraiment booster sa carrière à fond. Ça, c'est un vrai gars à surveiller. Du côté du Betis, là aussi l'effectif il est très funky, je trouve. Mais il y a une vraie ligne directrice entre guillemets dans leur recrutement, c'est qu'ils ont pris que des gars qui étaient très cotés à une époque et dont la valeur s'est totalement écroulée. C'est une forme de moneyball inverse. Ils ont pris Lo Celso par exemple pour 5 millions, à une époque il en valait 50. Ils ont pris Marc Roca de Leeds pour 4,5 à une époque espagnole, et après le Bayern l'achète, il était coté à 30, un truc comme ça. Qui est-ce qu'ils ont d'autres? Ils ont Diego Llorente aussi, ouais c'est ça, qui arrive né en provenance de Leeds. Il était à une époque coté sur Transfermarkt à genre... où Leeds l'avait acheté surtout à la Real Sociedad pour entre 20 et 25. Là, il a été pris pour peanuts. Ricardo Rodriguez, on n'a même pas parlé, mais époque Wolfsburg, après Ricardo Rodriguez, ouais, belle carrière franchement. Époque Wolfsburg, il en valait 28, là il est arrivé transfert libre. Donc voilà, c'est vraiment, je trouve, l'idée derrière ce mercato. Essayer de relancer les anciennes gloires, même, ils ont quand même Isco dans leur effectif. C'est une des équipes les plus âgées de Liga, je crois la deuxième la plus âgée de Liga, avec 29,1 années de moyenne d'âge, 29,1. Celui que j'ai pris, il est beaucoup plus jeune, il a que 19 ans, mais il est quand même un petit peu dans cette logique, cette idée. C'est Vitor Roque, qui est arrivé en prêt, avec une clause, une option d'achat, mais clause de rachat. Donc si ça se passe très bien, il peut retourner au Barça. Mais même au Betis, un club que j'adore. J'ai fait une vidéo il y a quelques années sur le magnifique Betis, ce stade splendide, le Benito Villamarín. Et ouais, un Vitor Roque, comment est-ce qu'il va être utilisé par Pellegrini? Est-ce que ça va marcher? Il est si jeune encore, il a tellement de promesses, mais ça s'est très mal passé pour l'instant au Barça. Voilà, forcément, Vitor Roque pour le Betis. Villarreal, 5 saisons consécutives dans le top 8 pour Villarreal, avec même quelques 5e places. C'est vraiment devenu un club espagnol de premier tiers de tableau, hyper respectable, qui en plus, il n'y a pas si longtemps, remporte l'Europa League. Là, ils ont bien démarré aussi, ils sont 4e. Franchement, le travail qui est fait à Villarreal depuis quelques saisons, admirable. Et cet été,
ils sont allés dans une certaine direction. Ils ont vendu Sorloth et Jorgensen, leurs deux grosses valeurs marchandes, deux nordiques. 32 millions à l'Atlético pour Sorloth, 25 millions pour Jorgensen à peu près à Chelsea, leur gardien. Et ils ont recruté pas mal de monde. Peut-être parmi tous ces gars-là, où on a par exemple Logan Costa, Willy Camboila, Nicolas Pepe qui est arrivé libre. J'ai Pape Gueye aussi en provenance de l'OM par exemple. Il y a toujours les classiques, Alex Baena, magnifique. Dani Parejo qu'on a envie de continuer à suivre. Ayoze Perez aussi. Le petit Jérémy Pino. Ilias Akomaj. Beaucoup de petits noms à Villarreal. Franchement, c'est une belle équipe. Et celui que j'ai pris à la fin, c'est peut-être Tierno Barry, qui est un jeune Français, lyonnais même, de 21 ans, avant-centre d'1m95. Et je suis honnête, je ne connaissais pas du tout. Il a été recruté pour 15 millions d'euros à Bâle cet été, où il a scoré sur disons, les 40 derniers matchs, en comprenant saison dernière et le début de la saison actuelle avec Bâle. Il a planté une vingtaine de buts en une quarantaine de matchs, un truc comme ça. Et ouais, franchement, c'est un gars que je connais pas. Tierno Barry, pourtant français, pourtant lyonnais, attaquant d'1m95. Est-ce que à Villarreal, ça peut marcher? Ok, j'enchaîne. Girona, qui sort de cette saison magnifique, qui a tout changé. C'est limite un peu flippant, parce que si on regarde les gars qu'ils ont perdus cet été, Dovbyk, Alex Garcia, alors là c'est pas au Victor, ok, mais surtout, si on déroule un petit peu, Dovbyk, Alex Garcia, ensuite ceux qui sont partis libres, je vais vous les mettre comme ça plutôt, Savio et Couto et Eric Garcia. Donc, ils ont perdu 5 des 9 gars qui jouaient le plus la saison passée. J'ai envie de dire 5 de leurs 6-7 meilleurs joueurs, hein, dépendant de comment on considère Tsigankov par exemple et quelques autres. Mais ouais, Couto, Dovbyk, Eric Garcia, Savio et Alex Garcia, les 5 qui ne sont plus là. Reconstruire avec ça, mais ils ont l'air de s'en sortir, hein, pourtant, vu les résultats. Ils ont battu Osasuna 4-0 l'autre jour, ils sont allés battre Séville à Séville 2-0. Bon, ils vont enchaîner avec dimanche le Barça et ensuite le Paris Saint-Germain. Donc ça devient tout de suite plus compliqué. On va voir vraiment ce qu'ils valent. Mais ouais, Girona, honnêtement, très très spécial. De grosses arrivées aussi, en tout cas des gros noms. Ils ont pris par exemple Donny Van de Beek libre. Ils ont pris Arnaud Danjuma en prêt. C'est ça? Ouais. À moins qu'il l'ait, oui, c'est ça. Mais celui que j'ai privilégié, c'est pas Yasser Asprilla, qui est l'acquisition la plus chère de l'histoire de Girona, 18 millions. Un petit ailier droit colombien qui a planté à Watford saison passée en 44 matchs de Championship. Yasser Asprilla sur 46 possibles. 6 buts, 7 passes. Ok, pourquoi pas. Mais celui que j'ai pris, non, c'est un autre Brian, comme j'ai dit, c'est Brian Hill. Parce que lui aussi, un petit peu comme Saragossa, mais sauf que ça dure depuis plus longtemps, c'est censé être un petit offensif espagnol prometteur. 23 ans, il est arrivé à Tottenham, mine de rien, il y a 3 ans, hein, en 2021. Il l'avait acheté 25 millions à Séville. Ouais, c'est son moment, j'ai envie de dire, parce que sa fin de contrat aux Spurs, c'est 2026. Là, il est prêté 1 an à Girona, dans ce qui doit être un collectif qui marche bien, qui est bien inspiré. C'est un peu le make or break year pour lui, je trouve. Le petit Brian Hill. Et c'est pour ça que, évidemment, du côté de Girona, où il y a du monde, comme on a dit, Van de Beek, Danjuma, qui est-ce qu'on a d'autre? Tsigankov, la saison de la confirmation, Yangel Herrera, qui est un top joueur, Miguel Gutiérrez qui continue. Il va falloir reformer une charnière centrale aussi, avec le départ d'Eric Garcia. Qu'est-ce que tu mets avec Daley Blind? Est-ce que lui continue à jouer d'ailleurs? Et j'ai vu qu'ils ont pris Ladislav Krejci, qui est un bon joueur, il me semble, dont on avait parlé dans l'épisode de retour sur la République tchèque. Voilà, il y a du monde à Girona et c'est un club qui travaille bien, donc toujours envie d'être suivi. Et on va les voir en Champions, mercredi donc, contre le PSG. Valence, terrible. Valence, parce que sur le papier, je trouve qu'ils ont vraiment un top prospect, un top joueur par ligne. Mamardashvili dans les buts qui continue cette saison avant d'être définitivement transféré à Liverpool. Qui est-ce qu'ils ont? Jarek Gasiurovski, qui est un jeune défenseur central très prometteur. Bien sûr, il y a... Où est-ce qu'il est? Il y a Hugo Douro, il y a Javi Guerra, voilà, c'est lui que je voulais mettre en lumière. Au milieu, et Christian Mosquera, défenseur central,
argentin, colombien qui est évalué à 30. Il y a beaucoup de top prospects à Valence qui a l'équipe la plus jeune de Liga, 24,2. L'équipe la plus jeune, mais aussi la pire, si on en croit le début de saison. 4 matchs, 0 victoire, 1 nul, 3 défaites. Bon, ils ont joué quand même des bons clubs. Ils ont joué le Barça, l'Athletic Bilbao, Villarreal, pas évident ce début de calendrier, mais quand même compliqué. On a parlé donc de tous ces gars-là, Mamardashvili, Mosquera, Javi Guerra, Douro, André Almeida, Gassurovski, beaucoup de jeunes qui sont intéressants à Valence. Mais celui que j'ai pris, c'est un qui est beaucoup moins connu, je trouve. C'est Enzo Barrenechea, qui est arrivé en prêt depuis Aston Villa et qui va retourner au Villans donc à la fin de la saison, qui est arrivé en provenance de la Juve pour 8 millions. Aston Villa l'a acheté cet été et l'a prêté tout de suite à Valence. C'est un gars un peu centre de formation de la Juve. Il a fait plein de trucs, Argentine, Suisse un peu au début, mais voilà, Juve Next Gen, les U19, formé/post-formé à la Juve. Et on lui a donné sa chance l'année dernière à Frosinone en prêt, où il a fait une très belle année en Serie A. Enzo Barrenechea au milieu. Donc maintenant, ok, la Liga, à Valence, dans un collectif pas évident, il y a du monde au milieu à Valence, mais s'il s'impose, il y a peut-être derrière une carrière en première ligue. En tout cas, la courbe était très intéressante. Et comme les autres petits prospects de Valence, on les connaît un peu mieux déjà, les Mosquera, Guerra, etc. Voilà, je dirais un petit mot comme ça pour Enzo Barrenechea. À voir s'il réussit à se dégager du temps de jeu. Il est arrivé dernier jour du mercato, donc pour l'instant on n'a pas vu, mais on va voir ne serait-ce que déjà ce week-end contre l'Atlético Madrid, dimanche soir. Un gros match. Bilbao, qui sort de cette magnifique saison, l'Athletic Club, 5ème de Liga, top 4 en Liga, ça leur est arrivé qu'une seule fois au 21e siècle. C'était en 2013-2014, il y a pile 10 ans. Sinon, sinon, il faut commencer à remonter. Alors bien sûr, sinon c'est un des clubs les plus titrés d'Espagne, 8 titres je crois, parce qu'au tout début, ils en ont raflé genre 4 en 6 ans. Mais ouais, l'Athletic Club, cette année, c'est une année spéciale. Ils retrouvent l'Europe, 5ème. Est-ce qu'ils peuvent même aller chercher la Champions ? Ils ont démarré pas trop mal, ok, ils ont perdu contre le Barça, mais derrière, ils ont battu Valence. Ouais, perdre contre l'Atlético Madrid 1-0, c'est pas un super départ, 4 points sur 9 possibles, mais t'as déjà joué le Barça et l'Atlético. Donc ça aussi, c'est un calendrier compliqué pour démarrer. Je vais dire que pour l'Athletic Club, ce qui est intéressant, c'est évidemment, Mikel Jorge-Rizar, pas le plus facile à prononcer. Je sais pas si c'est lui vraiment à suivre, mais c'est un jeune qui arrive du centre de formation là au milieu. Ok, peut-être quelque chose à faire. Mais non, celui que j'ai choisi, bien sûr, c'est pas Alvaro Diallo, c'est Nico Williams. Très classique, mais sa décision de rester à l'Athletic était tellement spéciale cet été. C'est tellement marquant, c'est tellement osé, que derrière, c'est une saison où il va être énormément attendu. Avec en plus l'exposition de la Coupe d'Europe. C'est une année très spéciale et moi c'est un gars en lequel je crois énormément, on en parlait, c'était une des raisons principales pour lesquelles on mettait l'Espagne vainqueur de l'Euro avant même qu'ils jouent leur premier match, parce qu'avec Nico Williams sur l'aile, ils avaient vraiment un dynamiteur, le truc qui manquait. Il a un profil tellement unique en Liga je trouve, et l'explosion de sa courbe, de sa trajectoire, voilà, c'est magnifique. Est-ce que ça peut continuer ? Si derrière il refait une saison comme l'année dernière où toute compétition confondue en mettant même l'Espagne, il avait fait genre 10 buts, 20 passes D, un truc comme ça, 10 buts, 20 passes D en 2023-2024. S'il refait ça cette saison, même pour l'Athletic Club, ça va être difficile de le garder, je pense. Ça va commencer à être difficile. Donc c'est évidemment Nico Williams pour Bilbao. Il nous reste 4 clubs. La Real Sociedad, où il y a des petits jeunes qui montent. Qui est-ce que j'avais en tête ? J'avais Pablo Marin, voilà, milieu offensif de 21 ans. John Maguna Zelaya, qui monte du centre de formation, donc à voir. La Real Sociedad qui mise toujours beaucoup sur son centre. Ils ont fait une grosse recrue islandaise, Ori Oskarsson, un avant-centre acheté 20 millions à Copenhague. Intéressant parce que je ne le connaissais pas du tout. Et la Real Sociedad mise vraiment sur son potentiel, sur ce qu'ils ont décelé, parce que sur Transfermarkt, il est évalué qu'à 5, ils l'ont acheté 20. Il est un petit peu dans la vibe
de ces avant-centres nordiques. Il y a une petite mode en ce moment. Après Haaland, bien sûr, Højlund, Victor Gyökeres, le Suédois, Jörgen Strand Larsson au Celta l'année dernière, maintenant au Wolves. Qu'est-ce qu'on a donc? Ori Oskarsson, là, un Islandais. Forcément, je suis curieux. On va voir ce que ça donne. Mais celui que j'ai choisi pour la Real Sociedad, c'est un que je connais un peu mieux parce que quand on avait fait la preview sur la Real Sociedad l'année dernière, Real Sociedad PSG, il y avait un petit gars au milieu de terrain, Beñat Turrientes, qui commençait à faire du bruit. Et ouais, je crois qu'il a beaucoup joué cette saison. Déjà 4 matchs. On le voyait un peu l'année dernière. Je pense qu'il a dû faire une vingtaine de matchs en Ligue 1, un truc comme ça. Mais ouais, c'est un bel espoir, Beñat Turrientes. Il a fait les JO. Sa progression est belle. Et ça pourrait être un nom dont on entend de plus en plus parler dans un club qui forme année après année, ou en tout cas qui possède de très beaux milieux de terrain. Un très bel entrejeu. Beñat Turrientes, pour moi, à la Real Sociedad. Le top 3, c'est d'abord l'Atlético Madrid qui a beaucoup bougé sur ce mercato, déjà dans le sens des départs. On en voit quelques-uns ici, mais j'ai par exemple Morata, Memphis Depay, Saúl, Hermoso. On peut ajouter Savic, mais les 4 premiers, c'est 4 des 8 salaires les plus élevés de l'année dernière. Morata, il était là à 13,5 millions, Saúl Ñíguez ici à 12, Memphis là à 9, Hermoso, comme on a dit, à 8. Ouais, ils ont énormément bougé. Ils ont revendu Félix, 52, la fin d'un flop, un gars qu'ils avaient acheté tellement cher. Beaucoup de joueurs à l'Atlético Madrid. Il y a forcément Pablo Barrios. Tu te dis, l'année de l'explosion. Il était à 17 titularisations en Liga l'année dernière. Pablo Barrios, c'était genre le 15e, 13, 14, 15e joueur le plus utilisé de l'effectif. Pas mal, mais pas un joueur majeur. Cette année, il a commencé très fort, c'est le 3e joueur le plus utilisé. Même, je pense, 2e en nombre de minutes. 4 matchs, 3 titularisations, a joué à 3 matchs et demi sur 4 possibles. Voilà. Barrios, peut-être son année. Au niveau arrivé aussi, Romain Lenormand, pour devenir encore plus un défenseur central important, après avoir été un défenseur central important de Liga, peut-être on peut dire un défenseur central important même niveau Ligue des Champions complètement, quoi, niveau européen totalement, en tout cas en club. Et il y a Conor Gallagher qui m'intéresse beaucoup, bien sûr. Son profil est tellement spécial, les compiles de Gallagher, il y a tellement d'énergie dans son jeu qu'elles sont assez kiffantes à regarder. L'autre jour, le soir, j'ai regardé, c'était vraiment pas mal. Mais non, celui que j'ai pris forcément, Julián Alvarez, parce que désormais la scène lui appartient. Son association avec Griezmann, ça m'intéresse beaucoup. Griezmann-Morata, quand ça marchait très fort. Et Alvarez, il a à la fois un talent extraordinaire. C'est quand même 18 buts, 13 passes saison dernière avec City. C'était un des joueurs majeurs de l'Argentine, 4 buts au Mondial 2022. Mais maintenant, il doit montrer, quand t'es acheté aussi cher, 75 millions, que t'en vaux 90 comme ça, c'est un des avant-centres qui est les mieux cotés du marché. Il doit montrer qu'à 24 ans, il vaut vraiment ça et qu'il peut être le titulaire d'un très gros club en Liga, en Europe, qui peut vraiment être un des top 5-9 de la planète. Je pense que c'est à peu près ça son standing avec cette acquisition. Et est-ce que sportivement il peut répondre à ça? C'est un joueur que j'adore, hein. J'ai rien à redire contre Julián Alvarez, mais c'est intéressant parce que quand tu passes de ce rôle de doublure, même s'il a beaucoup joué l'année dernière avec la blessure de Kevin De Bruyne dans une autre position, maintenant voilà, c'est un autre rang, je trouve. Et c'est une des grosses acquisitions, un des gros mouvements de cet été, donc forcément Alvarez pour l'Atlético. Il nous reste le Barça, dont j'ai déjà beaucoup parlé sur ce début de saison, parce qu'on a fait la vidéo d'abord sur Flick et le Barça 2024-2025, les contours de l'effectif. On en a refait une l'autre jour après la victoire contre Valladolid, une analyse un petit peu plus sur le match tactiquement et ce qu'on voit sur le début de saison. Donc on a tellement parlé du Barça que c'est beaucoup de talking points déjà évoqués. Je vais dire, continue à voir les progressions de Koubarsi, de Yamal, forcément ça nous intéresse beaucoup. Les retours de blessures de Baldé et de Gavi, quand ce sera le cas, ça c'est quelque chose. Parce que s'ils reviennent fort, voilà, c'est des joueurs majeurs du Barça, majeurs du Barça. Ok. Il y a Dani Olmo, la recrue, qui a bien démarré. Mais en vrai, peut-être pour ce Barça de la jeunesse, qui est vraiment le thème de ce Barça 2024-2025,
Et pour ce Barça, des blessures aussi un petit peu. Frenkie, par exemple, qui est encore out pour un moment. Des places à prendre au milieu de terrain. Marc Bernal, malheureusement. Et je trouve que Casado, il y a une vraie place à prendre. Il y a vraiment quelque chose à aller jouer. Sur le début de saison, c'est très intéressant. C'est un petit jeune, un petit gamin, le capitaine du Barça Athletic l'année dernière. Il a déjà des petites minutes ici et là. Ouais, franchement, Casado, moi j'aime beaucoup ce que je vois pour l'instant. Et on verra si ça peut vraiment être un joueur. Qualité Barça, absolument. Mais cette saison, là, c'est une belle opportunité. Donc, ouais, un beau potentiel de progression aussi sur sa valeur marchande, qui est pour l'instant qu'à 2,5. Jusqu'où est-ce que peut monter Marc Casado? Et enfin donc, le Real Madrid, absolument tout le monde est à suivre parce que c'est le Real. Moi j'aurais un petit mot peut-être particulier pour Fede Valverde, parce que je trouve que, et on le dit depuis la minute 1, quand on faisait l'analyse du match contre l'Atalanta par exemple, on disait que ce Real néo-galactique avait besoin d'équilibre à la fois sur la largeur, droite, et c'est ce que Valverde apporte, et sur la profondeur, on va dire, sur l'aspect offensif-défensif. Et sur son activité défensive, Valverde aussi montre qu'il peut être ce pourvoyeur d'équilibre dans tous les sens du terme. Il fait un très gros début de saison. Avec le départ de Toni Kroos en plus, lui et un Tchouaméni par exemple, Camavinga aussi quand il reviendra de blessure, ont des rôles majeurs. Mais ouais, vraiment Valverde, je pense, c'est la saison encore plus que jamais pour poursuivre Fede Valverde. J'ajouterais Arda Güler, j'ajouterais Hendrik, les petits jeunes qui à chaque fois, des petits teenagers, hein, vraiment, 18 ans et 19 ans, qui à chaque fois qu'ils entrent sont bons, sont intéressants. Donc du temps de jeu à les grappiller. Mais après, forcément, pour le Real, où on pourrait, comme je le répète, citer absolument tout le monde, et bah ouais, forcément Mbappé. Le grand transfert a enfin eu lieu. Tactiquement, ça présente un des puzzles les plus passionnants du foot européen. Et qu'est-ce qu'Ancelotti va réussir à sortir de son chapeau? Mbappé lui-même est à un moment clé de sa carrière, au sortir d'un Euro extrêmement décevant, d'une fin de saison avec le Paris Saint-Germain, en tout cas en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, décevante aussi. Il doit se relever, et en même temps, se relever là, dans ce contexte, se relever au Real Madrid, si c'est gagner une Ligue des Champions en étant le meilleur buteur du Real, dans une saison en plus sans compétition internationale, bah se relever, ça veut dire gagner le Ballon d'Or en fait. Et ça veut dire faire une des plus belles années de sa carrière, à titre individuel, peut-être l'année de sa carrière. Mais bon, il y a beaucoup de travail pour arriver jusque-là. Ce qu'on voit sur le début de saison, chaque match est fascinant, je trouve. Et bon, moi j'ai beaucoup de potes dans mon entourage qui ont envie de regarder absolument chaque match du Real Madrid cette saison, juste pour voir Kylian Mbappé, sans forcément même en être le plus grand fan, mais juste parce que c'est trop intéressant de voir comment ça va marcher, quelle dimension ça prend, si ça marche pas, pourquoi. Et c'est le Real, c'est une confrontation entre Mbappé qui sur les dernières années a été un individu très individualiste, et le Real où tu es obligé de te mettre à niveau, qui est l'institution ultime, le plus grand club du monde, etc. La confrontation de ces deux choses-là est fascinante. La relation avec Vinicius, Rodrigo, Bellingham, le secteur offensif est fascinante. L'équilibre sur la largeur, sur la profondeur est fascinant. Tout ce qu'il y a au Real en ce moment, c'est forcément très intéressant. Et c'est pour ça que j'ai choisi Kix à suivre au Real. Quel choix original. Bon les amis, ça conclut la Liga. Prochaine étape, un tour par l'Italie et l'Allemagne. Beaucoup de vidéos qui arrivent. Qu'est-ce que je peux dire? Simplement, je veux que vous sachiez que je prends ce taf-là très très sérieusement. En faisant ces vidéos, un joueur à suivre par club, voilà, où on se penche sur Valladolid, Leganés, etc. C'est clairement de la mise en difficulté, mais pour moi c'est une manière de faire mes devoirs, un peu faire vraiment mon travail, aller m'intéresser, chercher les choses que je connaissais pas, baigner dans mon manque de connaissances, et à la fin sortir renforcé de ça. Ce que je peux dire, c'est que chaque saison, il y aura des erreurs, même dans cette vidéo, je suis sûr. Il y a eu une petite erreur là, un transfert là, qui est... En fait, c'était pas exactement ça. Tout à l'heure, j'ai dit à un gars qui vient de signer, en fait, ça faisait 2 ans qu'il était là, ces choses. Forcément, ça va se passer. Et ça se passera, je pense, chaque année. Mais chaque année, de moins en moins. C'est mon objectif. Que le niveau d'analyse progresse constamment, saison après saison. Et ça, vous pouvez en être sûr, les amis.
le travail pour arriver à ça, je le vois et il est en train d'être réalisé. C'est mon objectif, que chaque année, les vidéos deviennent plus quali, plus nombreuses aussi. Si on peut faire de plus en plus de sujets, c'est mieux. Mais c'est ça, mon cœur. Je me laisse pas trop distraire par tout ce qui tourne dans mon environnement. Le monde du foot, je veux dire, il y a tellement d'opportunités d'aller à gauche, à droite, voir X match, faire telle interview, machin. Mais ce que j'ai envie de faire vraiment, pour vous et pour moi, c'est juste les meilleures vidéos possibles. Que la chaîne soit une bonne manière de suivre le foot au quotidien. Et j'espère que vous êtes plutôt d'accord avec ça. En tout cas, ça va continuer de l'être. Merci pour votre force, votre soutien. Si vous êtes arrivé jusque-là, 45 minutes de vidéo, c'est que vous êtes forcément des vrais. Donc merci, comme toujours, ça fait vraiment kiffer. Et voilà, je vous souhaite de passer une excellente soirée, journée je pense pour l'instant, mais soirée, très bon week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. On se dit à bientôt. Bisous.